Salut, c'est Tom de la photo avenue. Alors non, je ne suis pas caché sous les draps de mon lit, je suis simplement dans une tente en haut d'un sommet dans les Highlands en Écosse. Pourquoi? Pour pouvoir faire une photo au lever du soleil. Il est 4h30, il est temps pour moi de sortir de la tente, d'aller voir ce qui se passe pour voir si aujourd'hui je vais enfin pouvoir faire une photo. Mais pas n'importe quelle photo, la photo que j'essaie de faire depuis 2016. Alors j'espère que tu m'en voudras pas, mais j'ai commencé sans toi. Cette photo n'existe peut-être pas encore, mais elle est remplie d'histoires et je ne peux pas me permettre de rater quoi que ce soit. Voilà. Alors pourquoi je te dis que cette photo est remplie d'histoires? Tout simplement parce que cette photo, ça fait depuis 2016 que j'essaie de la créer et malheureusement depuis 2016, il m'arrive que des emmerdes. Et donc du coup, eh bien là, j'ai beaucoup de pression sur les épaules, je t'avouerai. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé la nuit ici, voilà. Alors, pourquoi justement j'ai passé autant de temps, autant d'années à attendre cette photo, et j'espère qu'aujourd'hui ça sera le cas. Eh bien, figure-toi qu'il faut des conditions particulières pour cette photo. Cette photo, ce lieu-là, il est absolument extraordinaire. C'est la vallée de Glencoe. On a les trois sœurs qui sont derrière. Et comme tu peux voir, quand on est en hiver, au mois de mars, avril, par là, début du printemps en réalité, la neige a fondu et la bruyère a été brûlée par la neige, ce qui lui donne en fin de compte cette couleur marron orangée. Et c'est absolument magnifique. Et du coup, dans ma tête, eh bien, la meilleure façon de mettre en valeur justement ces couleurs, c'est d'avoir comme du sucre glace saupoudré sur le sommet de ces montagnes ici à Glencoe. Et donc du coup, eh bien, c'est pour ça que mars, avril, début mai, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, c'est le meilleur moment pour pouvoir faire cette photo. Alors, il te faut bien sûr de la neige, il te faut bien sûr des conditions météo et ça c'est pas facile quand tu habites à 3 heures de route et que tu as des conditions de montagne, tu peux pas prévoir trop à l'avance ce que ça va donner. Donc c'est vrai que ça rend pas les choses faciles. Alors entre les fois où tu arrives un petit peu tard et du coup eh bien tu as raté les meilleures couleurs ou bien tu arrives à temps et puis en fin de compte eh bien les conditions météo sont pas là, c'est tout bouché, tu vois absolument rien, ou bien les autres fois où tu arrives un petit peu en retard et tu te dépêches et tu décides de ne pas prendre forcément le chemin officiel et tu finis par être bloqué sur le flanc de la colline. Oui monsieur, ça arrive madame, la preuve en est ce petit clip que j'avais enregistré à l'époque. Ok les amis, alors là je vais pas vous apprendre quoi que ce soit au niveau photo, tout simplement parce que je suis bloqué sur le flanc d'une colline. Voilà, ça arrive à tout le monde, j'ai fait une connerie, je suis bloqué, je ne peux pas descendre, je ne peux pas remonter. Heureusement j'avais mon téléphone, j'ai pu contacter les urgences. Il y a la police qui est en bas de la colline, je vais essayer de vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et je viens de parler au secours, donc je vais avoir les sauveteurs de montagne qui vont pas tarder à arriver. Donc on va voir. Mais bon, voilà, je voulais vous faire partager ce moment. C'est pas super agréable, hein. C'est assez honteux, je dois dire. J'ai honte. Mais voilà, donc comme quoi ça arrive à tout le monde et il faut faire vachement gaffe.
Alors comme tu peux voir, j'ai un setup de panorama. Je ne vais pas te faire le cours de panorama aujourd'hui. Trop de pression pour cette photo. Donc je te ferai ça dans un tuto très spécifique. Voilà. En plus de ça, je fais du bracketing à cause du lever du soleil là-bas qui est beaucoup trop lumineux. Je fais un bracketing de 2 arrêts uniquement. Le premier, il est de 1/4 de seconde à f13 et ISO 100. Et le deuxième, il est à 1/8 f13 ISO 100. Et alors si tu te demandes combien de photos je fais à peu près, eh bien j'en fais 6, même des fois 7, voilà. Et je t'avouerai, je canarde là, je prends un maximum de photos pour avoir un maximum d'options au niveau des changements de luminosité. Voilà, ça fait 2 là, 3, 4, 5, 6, voilà. Le ciel est vraiment parfait aujourd'hui. Honnêtement, c'est ce que j'attends depuis 2016. J'ai presque envie de pleurer, honnêtement. On a du bleu dans le ciel, on a des nuages dans le ciel, on a de la neige sur les montagnes, on a même des nuages dans la vallée. C'est absolument fantastique. Et je t'avouerai que j'ai vraiment des difficultés de réfléchir à ce que je peux te dire alors que je suis en train de faire ces photos. Je m'en excuse de l'avance, mais c'est vraiment... Alors au niveau de la mise au point, comment faire la mise au point ici, eh bien je suis à l'infini. Voilà, aussi simple que ça, j'ai fait la mise au point directement sur la montagne. J'ai les doigts qui sont gelés, je veux vérifier l'état de la batterie. Écoute, la batterie arrive à durer, c'est assez incroyable malgré le froid. Après une nuit à moins 2 degrés. Et là ce matin il fait froid. On a de la chance qu'il n'y a pas trop de vent, il y a assez de vent pour faire changer l'éclairage avec les nuages, mais on peut pas se plaindre. La seule hantise que j'ai, c'est de faire des photos qui seraient pas nettes. Le problème quand tu fais un panorama, et j'aurai l'occasion de t'en reparler, la problématique du panorama, c'est que quand tu fais autant de photos, tu as intérêt de ne pas en avoir une seule qui soit pas nette, parce que sinon ça te fout en l'air complètement ton montage. Et là, il y a des couleurs. Il y a des couleurs. C'est pour ça que j'habite en Écosse. C'est pour ça que j'habite en Écosse. Vraiment, c'est extraordinaire. Je t'avouerai que je ne réfléchis pas, je ne compte pas exactement le nombre de photos que je fais. Très simplement, je fais à peu près un tiers de juxtaposition entre chacun des clichés. Des fois, ça m'en fait 7, des fois, ça m'en fait 6, des fois, ça m'en fait 8. Vraiment, ça dépend vraiment. Là, je vérifie quand même un petit peu parce qu'avec comment ça s'appelle, avec les nuages qui viennent, eh bien, j'ai quand même un petit peu de couche qui se met sur le filtre. Donc, un petit coup de nettoyage comme ça. Allez, on fait attention à la mettre dans le bon rail. Là, au niveau de la focale, je vais te dire ça exactement dans une seconde. Alors,
Et comme tu peux voir, oui, je fais un panorama avec un filtre gradué. Mais je n'ai pas mis, bien entendu, le filtre polarisant. Alors, au niveau de la focale, je vais te dire ce que c'est. Je suis à 22 mm. Voilà, à 22 mm. Allez, c'est parti. Hop. Refaire la mise au point quand même. Voilà. Écoute, presque chacune de ces photos vaut la peine d'exister par elle-même, tellement les couleurs, c'est absolument fabuleux. Alors je vais vérifier l'exposition parce qu'apparemment je commence à avoir certains blancs. Non, c'est bon. Ça devrait aller. Alors comme tu peux voir, à chaque fois je mets ma main sur le devant de l'appareil. Si tu te demandes pourquoi, c'est pour délimiter justement mes séries de panoramas, pour savoir à peu près dans Lightroom effectivement où commence ma série, où se termine. Surtout que comme je fais du bracketing, eh bien ça m'en fait quand même pas mal. Alors je t'avouerai, je ne sais pas comment je vais te montrer tout ça avec les photos que je prends, etc. au fur et à mesure, je ne sais pas. Peut-être que je devrais mettre la GoPro en time-lapse. Je vais sûrement faire ça, comme ça tu vas pouvoir voir et apprécier les changements de couleur. Et on se retrouvera tout à l'heure bien sûr. Ce n'est pas les seules photos que je vais faire aujourd'hui, je pense quand même. Alors nous voilà au studio, la température est bien meilleure que ce que l'on avait dans la première partie de la vidéo. Dans un instant, on va voir les photos résultantes justement de cette expédition photographique que j'ai faite à Glencoe au mois de mai 2021. Alors il s'est passé plusieurs semaines, voire même plusieurs mois entre l'enregistrement de la première partie et puis l'enregistrement de cette partie-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le déconfinement total que l'on a eu ici en Écosse, j'en ai profité pour parcourir le pays à l'affût en fait de nouveaux lieux et de nouvelles sources d'inspiration. Alors c'est vrai que la météo a été assez atroce. Alors attends, avant que tu me dises ouais mais c'est normal, t'habites en Écosse, il pleut tout le temps. Non, c'est pas ça. Quand je dis que la météo était atroce, je veux simplement dire qu'il a fait extrêmement beau. Voilà. On a fait 2 mois et demi à peu près avec quasiment très peu d'eau, très peu de pluie, pas beaucoup de nuages. Et donc ce qui fait que comme c'est pas vraiment ma came pour photographier ce genre d'environnement ou de climat,
Mais j'ai pas forcément photographié beaucoup de choses intéressantes. J'ai photographié du potentiel, voilà. Et justement, j'ai hâte. Le climat est en train de changer petit à petit, hein. On est à la mi-août, etc. C'est en train de changer. Et donc, je vais passer la fin août, le septembre et puis octobre, je vais passer sur les routes écossaises, justement, à les photographier tous ces lieux que j'ai pu découvrir. Voilà. Et puis, je ne manquerai pas à t'amener avec moi. En attendant, eh bien, regardons justement les photos qu'on a faites, ou que j'ai faites justement à Glencoe au mois de mai. Alors, tu te rappelles, hein, c'était du panorama, beaucoup de photos, et effectivement beaucoup de photos, parce que quand on regarde le nombre de photos que j'ai au total ici, eh bien j'en ai 516. Donc en gros, 516, ça veut dire qu'il y en a 500 réellement. Les 16, ça va être les différents panoramas résultants que j'ai obtenus, ce qui est quand même pas mal, hein, 500. Mais rappelle-toi, on a fait quand même à peu près entre 6 et 8 clichés par panorama, et comme c'était du bracketing, à chaque fois c'est entre 14 en fait, enfin entre 12 et 16 photos pour chaque panorama, donc au fur et à mesure, ça s'ajoute. Donc voilà tout ce que l'on a ici, donc c'est un sacré paquet. Et tu remarqueras que certaines des vignettes, eh bien, ont de la couleur, comme le bleu, le vert, le mauve, et puis d'autres sont grises. Alors, c'est quoi? Tout simplement, celles qui ont de la couleur, c'est mes séries de panoramas. Celles qui sont grises, c'est également du panorama, mais je n'ai pas généré le panorama. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir, hein, en zoomant dessus, là, si on regarde un peu les premiers, eh bien, c'était pris à 5 heures du matin, le soleil n'avait pas encore percé, et donc, même si ça peut être assez intéressant en soi, tu vois, ça manque quand même de profondeur avec cette lumière, etc. Donc, ce n'était pas ce que je recherchais. Mais bref, ces photos-là, il ne faut pas les dénigrer parce que ça m'a servi justement à peaufiner, à m'assurer que les réglages étaient bons pour le moment où la lumière serait intéressante. Et donc, on continue. Et puis, à un moment donné, effectivement, le soleil a commencé à taper un petit peu sur les nuages. C'était le cas ici, par exemple. Et donc, j'ai pu faire une série. Alors là, elle a été empilée, la série, parce que j'ai généré mes panoramas depuis Lightroom. Si tu ne sais pas comment on fait, j'ai fait un tutoriel il y a plusieurs années à l'époque quand la fonctionnalité a été rajoutée justement à Lightroom. Le lien s'affiche en haut et on a plusieurs options à notre disposition. Je trouve que l'outil de Lightroom pour le panorama est quand même très très bien. Dans certains cas, effectivement, ça peut ne pas marcher, mais tout va dépendre en fait de la qualité des clichés que tu as au début. Quelle méthode tu as faite pour générer tous ces clichés, t'assurer que tous ces clichés vont pouvoir s'empiler correctement, se fusionner correctement. Et je dois dire que je n'ai jamais rencontré de problème dans Lightroom. Et si jamais j'ai un problème dans Lightroom, je peux toujours aller voir dans Photoshop, mais j'ai jamais eu le besoin d'utiliser un logiciel tiers. Il y a plusieurs logiciels tiers sur le marché. Si ça t'intéresse, tu pourras toujours aller les voir. Mais bon, vu que c'est inclus dans Lightroom et que ça fonctionne très bien, hein, on ne va pas réinventer la roue. Et une des options, justement, quand tu génères un panorama dans Lightroom, eh bien, tu peux le faire soit de façon standard ou bien un panorama HDR, ce qui va être le cas pour celui que j'ai choisi, puisque j'avais fait du bracketing, si tu te rappelles. Et puis, il y a une option aussi d'empiler les photos aux sorties. Donc, Lightroom, au sortir, te fait un fichier DNG, c'est-à-dire un fichier RAW, hein, quand même. C'est pas un JPEG ni un TIFF, c'est notre fichier RAW. Et il m'empile toutes mes images. Donc, tu les vois, elles sont empilées là. Si je clique dessus, elles sont révélées. Et là, tu t'aperçois qu'on a effectivement nos 8 photos qui ont permis de générer le 9e panorama. Voilà, ici. Donc, une fois que tu as fait ça pour toutes les photos, d'ailleurs tu remarques le gant noir, là, tu te rappelles, c'était ce que je t'ai dit dans la première partie, ça me permettait de délimiter certaines séries, voilà, et j'ai ça à chaque fois. Donc une fois que j'ai regardé toutes les tonalités à partir de ce moment-là, j'ai généré les panoramas. Alors j'ai déjà marqué en fin de compte avec un drapeau tous les panoramas résultants et les voici. Voilà. Et après c'est très simple, il suffit de cliquer dessus, de regarder celui qui t'intéresse pour pouvoir travailler et continuer le travail. Alors je te propose de regarder justement des photos que j'ai faites après l'enregistrement de la première partie, des photos que tu n'as pas vues. Tu as vu simplement le phénomène météorologique, je dirais, avec les nuages qui passaient dans le timelapse que je t'ai montré. Mais voilà par exemple ce que ça donne, tu vois. Donc la photo est quand même assez intéressante, hein, je la renie pas, mais c'est pas ce que je recherche. On a également ici, là, alors le temps que ça charge un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de données. Et là aussi, c'est aussi intéressant, il y a quelque chose, mais c'était pas vraiment ça. La photo qui a attiré mon regard, eh bien, c'est celle-ci. Voilà le panorama. C'est un panorama HDR. Et comme tu peux voir en haut, c'est un DNG, c'est un fichier RAW. J'ai beaucoup de latitude pour récupérer des détails de luminosité.
est évident que quand on regarde la scène comme ça peut paraître un peu plat, mais ça ne l'est pas réellement, hein, parce qu'on a cette percée de lumière ici que j'aime beaucoup et qui nous permet, en fait, force le lecteur de cette photo à naviguer tout au long de cette montagne qui est Buccal Eteve, là, ce super Monro qui est juste avant les Trois Sœurs à Glencoe. Alors, voilà ce que j'ai décidé d'utiliser. Donc, je prends ça et qu'est-ce que j'ai fait? Comme toutes mes étapes de développement, la première chose à faire, c'est toujours de régler la luminosité dans ma scène, la luminosité de base. Pourquoi? Parce qu'une fois que je fais ça, eh bien, je peux enfin envoyer l'image pour être traitée par mon logiciel qui va gérer le bruit et la texture, la netteté de mon image. Tu sais sûrement de quoi je parle. Ça fait à peu près 1 an que j'utilise une solution de chez Topaz. Si tu ne connais pas, j'ai fait une vidéo il y a 1 an de ça sur le sujet. C'est là, il y a même un article blog avec un coupon pour bénéficier, un code promo pour bénéficier de 15% et puis pouvoir tester le logiciel avant sans pour autant l'acheter. Si tu as envie de l'acheter, tu l'achètes et tu profites des 15% de réduc. Voilà, donc le lien s'affiche en haut ici. Donc, là, eh bien, j'ai appliqué les traitements de luminosité avant d'envoyer vers Sharpen, en l'occurrence. Généralement, j'utilise Denoise, mais là, j'ai utilisé Sharpen. Et j'ai fini par avoir quoi? J'ai fini par avoir ça. Alors, c'est vrai, ça paraît quand même très sombre comme image, mais tu as besoin justement de cette obscurcie, si tu veux, de cette baisse de luminosité afin de révéler davantage les éléments tels que cette lueur, cette percée de lumière et puis cette neige en haut. Une fois que j'ai eu ça, eh bien, j'ai envoyé ça dans Sharpen, et dans Sharpen, il m'a généré donc le TIFF avec une meilleure gestion de la netteté. J'avais pas de problème de bruit, hein. J'étais à ISO 100, j'ai aucun souci avec le R5, et voilà ce que l'on a. Alors ça, c'est déjà très très bien. Maintenant, quand j'ai ça, eh bien, j'ai décidé d'aller dans Photoshop. Alors, Photoshop, est-ce que j'ai pas chargé la photo? Donc, hop, je reviens ici, je vais faire modifier dans, et puis modifier dans Photoshop, voilà. Et puis je vais ouvrir l'original. Et on va la voir. Hop, le temps que ça s'affiche. Le fichier est quand même assez grand, hein. Si tu te demandes le poids du fichier, puisqu'il y a quand même pas mal de photos, hein, sur celui-ci, si je l'affiche, hop, affiché dans le Finder, pour qu'on voie, ça donne quoi? Là, il fait quand même 3 Go 27. Ouais, 3 Go 27. Donc, c'est du lourd quand même. Mais à savoir, il fait 3 Go 27 parce qu'il y a toutes les modifications de Photoshop dedans et je n'ai pas appliqué la compression. Je n'applique jamais la compression dans Photoshop. J'en ai parlé dans une vidéo dans le passé. Si tu ne sais pas de quoi je parle, le lien s'affiche ici. Voilà. Alors, dans Photoshop, regardons ce que j'ai fait. La photo est déjà pas mal du tout, mais il y avait quand même des éléments, c'est toujours pareil, hein. C'est des éléments qui, je trouve, qui sont perturbateurs, qui n'aident pas la lecture de la photo, et donc pourquoi pas m'en débarrasser ou les atténuer à mon goût. Voilà. Alors, quand on regarde la scène ici, la première chose qu'on remarque, eh bien, c'est par exemple ces taches blanches que l'on a sur les rochers, un peu comme du lichen, et je trouvais que ça attirait un petit peu le regard, puisque c'est dans des parties sombres en devant de scène, et j'ai pas forcément envie que le regard vienne se poser ici. Donc la première chose, ça a été de nettoyer ça. Très simplement, hein, avec l'outil de tampon et le pansement, et ça fonctionne très très bien. Ensuite, si tu regardes la scène, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce Monro, cette montagne ici, on a la route, certes, hein, qui passe là, et puis en parallèle de la route, plus ou moins, eh bien, on a cette rivière ici qui coule. Et si tu te rappelles bien, dans la première partie de la vidéo, je t'ai expliqué que je n'utilisais pas de filtre polarisant. Tu ne devrais pas utiliser un filtre polarisant quand tu fais du panorama. Ça peut fonctionner dans très peu de cas. Quand tu as vraiment un angle relativement réduit, ça peut marcher. Mais là, dans mon cas, j'ai un angle qui est quand même très très important. Et utiliser un polarisant ici, eh bien, endommagerait beaucoup trop le ciel. On finirait par se retrouver avec ce que j'appelle moi le triangle de la mort, c'est-à-dire une partie du ciel qui va être très très polarisée et d'autres qui ne vont pas l'être. Et c'est très très difficile de gérer ça après coup en post-production. Donc je préfère ne pas utiliser de polarisant. Mais la conclusion, c'est qu'au final, eh bien, on finit par avoir certaines parties où l'eau a ce reflet de lumière. Et donc tu le vois qui est par exemple ici, là. Et je trouvais que ça attirait un petit peu trop le regard et c'était dommage. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai géré ça ici. Donc j'ai atténué ça. L'idée, c'est pas de supprimer la rivière, hein. Je veux qu'elle soit là, mais qu'elle soit qu'elle aille bien avec le reste, voilà, qu'elle n'attire pas le regard plus qu'autre chose.
Ensuite, il y avait également sur la gauche. Alors, si on regarde sur la gauche, là, on a donc notre route, on a notre rivière, on va la gérer, la rivière également. On avait de l'eau ici, hein. Il y a des lots pas mal de petits logs dans la vallée. Et puis, il y avait ici, là, il y a cet hôtel. Et au bord de l'hôtel, il y a plein de petits flaques d'eau, etc., qui attiraient trop le regard avec le reflet du soleil. Pareil, j'ai décidé de gérer ça comme ça, nettoyer un petit peu. Ensuite, la fameuse rivière à gauche. Eh bien, c'est vrai qu'elle attire le regard. Alors, j'ai pas forcément... Hop, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai pas envie de la supprimer. Elle a son intérêt quand même, mais je voulais quand même l'atténuer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ça. Tu remarques, j'en ai profité pour atténuer également l'eau au loin parce que j'avais pas forcément envie d'attirer trop le regard là-dessus. Alors ensuite, eh bien, en parlant de la partie gauche, c'est vrai qu'on a notre soleil, la source de soleil. Alors, c'est vrai que ce soit un soleil ou un lampadaire, eh bien, faut pas trop chercher non plus à éviter le cramer parce que tu peux pas. Ici, si tu te rappelles, j'ai utilisé un filtre gradué. Dans un cas normal, c'est très rare que je me retrouve dans une situation où je ne puisse pas utiliser un filtre gradué pour baisser la luminosité du ciel, par exemple, et l'effet du soleil. Mais ici, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que c'est un panorama. Et si tu regardes dans l'allongement, dans ma scène, eh bien, tu t'aperçois qu'au même niveau que ce bout de ciel très lumineux, on se retrouve à avoir au centre de notre image, eh bien, le sommet de Buckyle Etive, voilà, de ce Monroe-là. Et si j'avais utilisé un filtre gradué plus puissant, plus sombre que celui que j'ai utilisé, eh bien, quelle que soit la transition du filtre, eh bien, l'effet du filtre aurait été trop visible sur le sommet de la montagne ici, et je souhaitais pas avoir cet effet-là. Donc, j'ai fait un compromis, j'ai utilisé un filtre gradué relativement bas, de 2 arrêts, si je me souviens bien, mais assez pas trop fort pour pouvoir pas trop impacter la montagne ici. Du coup, ça se voit pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, eh bien, j'ai dupliqué la photo et j'ai simplement voulu prendre le nuage qui est au-dessus et le baisser et remplir à cet endroit-là. C'est exactement ce que j'ai fait avec un masque de fusion, hein. Alors si tu es perdu entre le masque de fusion, les calques, le pinceau, le tampon et tu essaies d'utiliser ces outils-là mais tu n'es jamais satisfait parce que le résultat se voit trop de ce que tu as fait, parce que tu n'as pas utilisé les bons paramètres de chacun des outils qu'il faut quand même maîtriser, eh bien rassure-toi, il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai sorti enfin le guide pratique de Photoshop pour les photographes. Et oui, pour nous, quels que soient tes besoins en tant que photographe avec Photoshop, eh bien, tu vas trouver des réponses dans ce guide pratique. Voilà, et, il fait plus de, je sais plus, 24 heures de cours, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même, c'est du lourd, hein. C'est vraiment du lourd. Et donc, on voit tout ça en détail et à la fin, tu maîtrises tout ça. Si tu veux en savoir plus, le lien, il s'affiche en haut ici. Va lire les témoignages, tu vas voir, tout le monde est satisfait de ce guide-là. Ensuite, tant qu'on est dans le ciel, eh bien, il y avait une petite lueur dans le ciel à cet endroit-là, dans la partie que j'avais rajoutée. Donc, j'ai voulu la traiter. Hop, tout simplement ça. Ensuite, sur le devant, tu t'aperçois qu'il y a une partie là sur le premier plan qui est un petit peu lumineuse. Et donc, du coup, j'ai voulu l'assombrir. Un calque d'ajustement, très simplement, en utilisant le masque de fusion intégré. Très simplement comme ceci. Ensuite, alors, comme quoi? Alors, je sais bien, il y a des puristes qui disent « Non, moi, je prends la photo, je veux qu'elle soit telle qu'elle est, je ne fais pas de Photoshop volontairement, c'est pas la flemme, c'est simplement je veux capturer tel que c'est. » Ouais, mais des fois, tu as beau vouloir capturer la réalité des choses, et dans mon cas, c'est le cas, c'est simplement des parties de nuisance. Ce que je fais dans Photoshop, on pouvait le faire avant que Photoshop existe, hein. Ça se faisait déjà en chambre noire, c'est exactement la même méthode. C'est juste les outils ont changé, mais on pouvait le faire. Et là, par exemple, regarde, cette petite percée de nuages ici, là. Eh bien, quand tu regardes l'image en grand, qu'est-ce que ça te fait? Ça te donne l'illusion qu'il y a un sommet au-dessus du sommet. Ah, et ça, c'est nuisible. Donc, du coup, eh bien, il fallait que je supprime ça. Donc, j'ai simplement retiré en clonant à partir du nuage d'à côté. Rien de plus difficile. Si je m'étais amusé simplement à assombrir les choses ici, ça aurait été quand même assez délicat. Ça aurait fait un point sombre et c'était pas la donne. Donc, c'est là quand même, il y a quand même un avantage entre ce qu'on peut faire dans Photoshop et ce qu'on pouvait faire à l'époque dans la chambre noire. Même qu'on pouvait quand même faire de la fusion avec la chambre noire, hein. J'ai vu des trucs qui étaient assez intéressants. Ensuite, on continue le nettoyage. Sur la droite ici, il y avait cette source d'eau
ici, là, ces petites flaques. Je trouvais que ça attirait un petit peu trop le regard parce que c'est un peu grand. Quand tu regardes la photo, tu ne sais pas trop ce que c'est. Alors imagine, si c'est imprimé en grand, pas de souci, mais si tu la regardes même sur un grand écran comme ça, qui est un 32 pouces, eh bien tu t'aperçois que, bon, tu ne sais pas trop ce que c'est. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé. Ça manque à personne. Et puis, ça attire pas trop le regard. Et puis ensuite, il y avait quelques herbes ici qui attiraient un petit peu trop le regard. Hop, j'ai nettoyé. Une fois que j'ai fait ça, j'ai sauvegardé. Et puis, on va se retrouver dans Lightroom. Et dans Lightroom, eh bien, on va pouvoir gérer un petit peu mieux toutes les parties que l'on souhaite assombrir, éclairer, etc. Donc, retournons dans Lightroom. On se retrouve ici. Tu vois que notre image maintenant est nettoyée. Et alors là, eh bien, il y a plusieurs choses. Alors, avant de te montrer le résultat final, qu'est-ce que je remarque? Alors, déjà, la maison ici. La maison est intéressante. Elle a beaucoup d'intérêt quand on est sur place à voir cette maison. Tiens, je vais zoomer dessus pour que tu la vois. Quand tu la regardes comme ça, eh bien oui, elle a son intérêt, etc. On peut faire beaucoup de choses autour de cette maison et puis des montagnes autour. La problématique, c'est qu'encore une fois, c'est une scène qui est quand même relativement large. La maison est très blanche et quand tu vois ça, eh bien, tu ne vois qu'un point blanc. Tu ne vois pas la forme de la maison. Et donc, du coup, eh bien, je me suis dit, c'est dommage, il faudrait quand même assombrir un petit peu la maison. Pas la supprimer, juste l'assombrir. Ensuite, remarque à quel point la route ici, eh bien, je trouve qu'elle se perd dans le décor. J'aurais envie qu'elle ressorte un peu du même niveau, si tu veux, que on a notre eau ici, voilà, que notre rivière. Ensuite, je pense qu'on peut faire ressortir un petit peu mieux les blancs de la neige. On peut peut-être jouer sur la luminosité dans le ciel, y compris dans cette partie-là également. Il y a une sorte de bleu ici, j'aimerais gérer ça. Et puis, on peut s'apercevoir également, si j'applique le warning là, des noirs bouchés, tu t'aperçois que sur cette partie-là, eh bien, c'est quand même relativement sombre. On a des noirs bouchés, ça serait bien de récupérer tout ça. Voilà. Donc en gros, voilà ce que l'on a. Et puis de jouer aussi avec du contraste local pour faire apparaître un peu plus de texture et de relief dans cette scène. Qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, ça donne ceci. Voilà. Alors le temps que ça charge, parce que c'est quand même assez lourd, hein, tu as vu, c'est 4 Go de photos, le temps que ça charge dans Lightroom, et on va avoir le résultat, et tu l'as, voilà qui apparaît. Alors, je vais l'afficher en grand comme ça, pour que tu voies un petit peu mieux. Te laisser quelques secondes le temps que tu t'imprègnes de ce que l'on a. Voilà. Et je trouve que le résultat est quand même très, très, très sympa. Alors, regardons de plus près ce que ça donne. Ici, dans les réglages de base, je te rappelle qu'en partie de Lightroom, on avait déjà fait des réglages. On est allé générer un fichier TIFF pour qu'il puisse aller dans Sharpen. Et donc, on finit par se retrouver à avoir tous les paramètres mis à zéro, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Contraste, qui dit contraste, c'est simplement augmenter la disparité entre le blanc et le noir. Donc là, j'ai augmenté les blancs, ce qui m'a permis de récupérer la neige comme ceci, et puis baisser les noirs à moins 18. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas joué à la colorimétrie, tout me va très bien à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne le filtre gradué, alors il y en a un filtre gradué qui est ici, et j'ai appuyé sur la lettre O pour faire afficher le masque, pour que tu comprennes un peu mieux l'effet qu'il a. Là, tu remarqueras qu'en fait, le rôle de ce filtre gradué, c'est ni plus ni moins que de baisser les hautes lumières. Et là, je les ai baissées à moins 100%. Mais tu remarqueras que j'ai fait en sorte qu'ils ne viennent pas assombrir en fait la neige, etc., les sommets. Je l'ai laissé dans certaines parties, hein, les parties en dessous de la neige. Pourquoi? Parce que ça me permettait de gagner un petit peu de contraste dans ces parties-là, et donc ça me plaisait assez. Voilà. Donc voilà pour le filtre gradué. Et ensuite, vraiment, le plus lourd, ça a été en utilisant la brosse. Alors, sur la brosse, regarde, je vais désactiver la brosse pour que tu puisses voir. Ça, c'est sans les paramètres de brosse. Là, c'est avec la brosse. Tu vois déjà la route. Regarde la route comme elle ressort bien. Avant, après. Regarde également, profites-en pour regarder la forêt ici. Regarde, si je... Hop, tu vois... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Sur la route, si je clique dessus, tu t'aperçois que j'ai simplement augmenté l'exposition de 0,55, donc 1,5 arrêt. Voilà, c'est tout, ça suffit. Mais j'ai pris beaucoup de temps à passer. Pourquoi? Parce que c'est long. J'ai zoomé à 400% pour passer. Heureusement que j'ai la tablette pour faire les choses proprement, etc. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Ici, là-dessus, sur cette forêt-là, la seule chose que j'ai faite, c'est d'augmenter la texture et d'augmenter l'exposition. Parce que regarde ce que ça donne. Sans ça, tu vois, ça faisait une partie sombre, etc. Grâce à la brosse, eh bien, ça révèle un petit peu. Voilà. Ensuite,
avec la brosse, hop, je vais... Qu'est-ce qu'on a? On a également ici sur la maison, hein, je te l'avais dit, la maison, la seule chose que j'ai faite ici, c'était de baisser les blancs, baisser les hautes lumières, baisser un petit peu l'exposition et baisser un petit peu la saturation. Tu vois que avant, regarde à quel point c'était lumineux, c'était plus lumineux que tout, c'était lumineux comme la neige. Donc c'est pour ça que ça fait quand même du bien d'avoir ça. Voilà. Ensuite, quand on continue, mais sur la gauche, alors sur la gauche, il y a le fameux nuage là que j'ai utilisé en haut. Il fallait assombrir un petit peu ici, jouer là-dessus. Tu vois les hautes lumières, j'ai baissé un petit peu les hautes lumières là-dessus. Ici, un peu plus bas, c'est pareil, mais c'est pas au même niveau. Donc là, c'est les blancs que j'ai baissé à -5 pour éviter le moindre cramé. Ici, juste en dessous, là, pareil, c'est un autre niveau. Là, c'était simplement les hautes lumières que j'ai baissé de -21, tout simplement. Donc ça nous a permis de régler ça. Ici, sur le devant, ça méritait d'assombrir un petit peu. Là, ici, ça méritait également d'assombrir un petit peu. Tu vois qu'avant, c'était un petit peu trop lumineux, ça attirait un petit peu trop le regard. Donc voilà, de faire ça, je trouvais que c'était bien. Et puis enfin, la dernière qui est ici. Pourquoi? Eh bien, si tu te rappelles bien, c'était le fameux warning bleu que l'on avait avant. Regarde, on avait tout ça avant de boucher. Là, ça m'a permis de déboucher ces ombres-là. Voilà. Donc, tout ça pour finir. Alors, je vais revenir en arrière, jusqu'ici, voilà. Et je trouve que le résultat est quand même très, très sympa. Voilà. Alors, il y avait un autre truc que j'ai également fait, c'était à ce niveau-là. Regarde, le filtre radial. J'ai utilisé 2 filtres radial. Pourquoi? Parce que si je désactive ça, et je te laisse regarder l'image, tu t'aperçois qu'en fait, on part de la gauche, hein, de la source lumineuse, là où il y a notre soleil, et on navigue latéralement sur notre scène. Très bien. La problématique que j'avais, c'était que la luminosité de ce point-là ici, ainsi que sur ce flanc de la montagne ici, c'était un petit peu trop lumineux. C'était plus lumineux que ce que l'on avait en face. Et je trouvais que ça attirait beaucoup trop le regard. Alors pourquoi? Parce que la lumière vient certes de la vallée comme ça, mais je crois qu'elle passe également par derrière, voilà, dans la vallée qui est derrière nous. Et donc c'est comme ça qu'on obtient cette lumière-là. Donc c'est un effet d'optique, hein, de croire que la lumière vient de gauche et qu'elle vient taper ici sur la droite. En fin de compte, non, elle vient de par la droite et elle vient traverser dans l'autre vallée qui est derrière nous. Donc, je trouvais que ça attirait trop le regard, et donc, d'où l'intérêt d'utiliser le filtre radial. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement baissé les hautes lumières, là, tu vois, et le blanc, et puis celui-ci, je l'ai baissé, je l'ai baissé au même niveau. Voilà, mais j'en avais fait deux différents au cas où, déjà, je ne pouvais pas grouper avec un, et puis je ne voulais pas utiliser la brosse, je voulais faire quelque chose, j'aurais pu, hein, mais voilà, j'ai décidé de le faire avec le filtre radial. Voilà, donc au final, on a ça, et puis bien sûr, tu me connais, à force, faire tout ce travail, aussi bien sur place, sur le terrain, au moment de la prise de vue, et puis ensuite, au développement, eh bien, c'est de la torture. Il n'y a pas de plaisir à faire ça, hein, je t'avouerai. Le plaisir, il est uniquement, en ce qui me concerne, il est uniquement quand j'ai mon œuvre dans les mains, sur le papier, l'imprimer. Donc, j'allais forcément l'imprimer. Mais avant de l'imprimer, comme je l'explique dans la formation sur l'impression, c'est pas le tout d'avoir un papier de prédilection, un papier que l'on adore par-dessus tout. Le tout, faut-il encore que ce papier-là fonctionne avec l'image que l'on souhaite imprimer. Et là, cette image, quand on la regarde, je vais l'afficher en plein écran encore une fois. C'est une image qui est quand même relativement sombre, il faut le reconnaître. Elle a besoin d'être sombre, parce que si elle n'était pas sombre, eh bien on n'aurait pas cet effet de luminosité, on n'aurait pas cet effet de 3 dimensions dans notre scène. Et donc, pour pouvoir capturer tous les détails que l'on a, regarde, si je clique ici, là, en bas sur le premier plan, on va avoir la texture, on va avoir les détails de l'herbe. Tu vas voir le temps que ça charge, là, un petit peu. Regarde, on voit le détail des brins d'herbe, etc. J'ai besoin de récupérer ces détails dans les parties ombres. Et ça, eh bien, c'est pas possible avec un papier mat, quel qu'il soit. J'ai beau avoir un des meilleurs papiers mat au monde, ce n'est pas possible de récupérer autant de contraste que ça. Et donc, il fallait penser à un papier satiné. Heureusement, j'ai un papier de satiné que j'adore, qui est le Platine Rag de Canson. C'est un papier 100% coton, donc il a tous les avantages du coton, et il a cette capacité à retranscrire les détails dans les ombres qui est absolument fabuleux. Alors, je l'ai imprimé, bien entendu. Alors, je vais te le montrer, mais je sais forcément que ça ne va pas forcément bien rendre comme ça à la caméra. D'autant plus que c'est un papier satiné, donc il va briller un petit peu. Mais ce qui ne va pas rendre les choses faciles aussi, c'est que cette scène est tellement sombre et le papier est blanc.
Donc, tu vas sûrement trouver que l'impression, le tirage est beaucoup trop sombre. Ce que je peux te garantir, c'est que le niveau de luminosité du tirage, c'est exactement le même niveau de luminosité que mon image sur l'écran. Seulement, l'image sur l'écran, ici, tu la vois entourée de noir. Là, une fois imprimée, tu vois entourée de blanc. Et du coup, ça paraît très très sombre. Mais ce n'est pas le cas. Une fois monté avec un passe-partout gris foncé, par exemple, ou noir, eh bien, l'image reprendrait sa vie, en fin de compte, et traverserait, et tu verrais vraiment ces trois dimensions. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir enfin capturé ça. Ce que je t'ai pas expliqué en fin de compte dans la vidéo, c'est que certes, tu as vu la petite séance où j'étais bloqué en 2017 sur le flanc de la montagne. Et j'ai pas forcément obtenu le cliché que je souhaitais avoir. Mais je t'ai parlé de 2016. Pourquoi? Parce que 2016, j'y suis allé, mais 2016, je n'avais pas de neige. Voilà, j'avais pas de neige. Et c'est là que j'ai dit, tiens, c'est quand même, il y a quelque chose d'intéressant à faire à cet endroit-là. Donc, j'avais pas la neige. 2017, j'arrive un petit peu en retard, je suis bloqué sur le flanc de la colline. 2018, je fais mon stage en France, mes stages en France, en Bretagne. Et donc, du coup, je rate la fenêtre pour capturer la neige sur les sommets. 2019, même chose. Le stage en Bretagne m'empêche de faire les choses. Ensuite, et la météo également. 2020, je croyais que ça allait être vraiment l'année. Ça faisait déjà 4 ans que j'attendais. 2020, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'une semaine avant que je me rende sur place, eh bien, il y a le Covid avec le confinement. Impossible. J'attends, je crois au départ que ça va être l'histoire d'une semaine, 2 semaines. Non, le confinement va durer plus d'1 an et demi. Et donc, du coup, impossible en 2020. Et en 2021, je n'y croyais vraiment pas. Parce que même si on avait été déconfiné plus ou moins, eh bien, je n'avais pas la possibilité de sortir de mon comté. Mais voilà, la chance a tourné. En avril, j'ai pu sortir, comme tu as pu voir, j'ai fait une photo en avril. Le problème, c'est que la météo, eh bien, il n'y avait pas de nuages. J'avais un petit peu de neige qui me restait, mais pas de nuages. La chance pour moi, c'est que quelques jours après ma visite, eh bien, il y a eu une tempête de neige et du coup, j'y suis retourné, donc au mois de mai. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un peu plus de neige et surtout ces fameux nuages. Voilà, donc voilà toute cette péripétie, en fin de compte, pour pouvoir obtenir cette photo. Donc, j'en suis absolument ravi. Une question se pose quand même. Est-ce que l'année prochaine, je retournerai sur place pour essayer d'en capturer une autre? Ce ne sera pas forcément les mêmes conditions. J'aurai peut-être plus de neige. Peut-être que les nuages seront les mêmes. Ça sera génial. Si j'avais un petit peu plus de neige avec autant de nuages, pourquoi pas? Si j'avais des couleurs un petit peu rougeâtres, etc. dans le ciel, pourquoi pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'y retournerai. Et là, c'est peut-être aussi un message pour toi. C'est pas parce que tu as capturé une superbe photo à un endroit que tu en es vraiment satisfait qu'il ne faut pas revenir sur place. Au contraire, retourne-y, vois les évolutions dans le temps. Et ta propre évolution en tant que photographe va faire que tu vas forcément capturer les choses de façon différente et ça peut donner des choses assez intéressantes. On connaît très bien le fameux cliché de prendre la même photo à travers 3 saisons, mais pourquoi pas aussi à travers plusieurs années d'écart, etc. Donc, ce que j'aimerais savoir dans un commentaire, tu sais que j'adore les commentaires, dis-moi dans un commentaire déjà comment tu as trouvé cette vidéo, comment tu trouves cette expédition, ce lieu, cette photo finale, ce tirage, tu ne peux pas trop juger du tirage, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais ce que je voudrais savoir, quelque chose d'un peu plus personnel venant de toi, c'est est-ce que toi aussi, tu as été amené à avoir une certaine obsession pour une photo que tu as voulu capturer, qui t'a obsédé pendant des semaines, des mois, des années même, hein, et tu y es allé à plusieurs reprises et tu n'étais jamais satisfait, et jusqu'au point où soit tu as pu le capturer, soit tu attends encore l'occasion de le capturer. Dis-moi tout ça dans un commentaire, j'adorerais savoir tout ça. Tu sais que je réponds à tous les commentaires, je les lis tous, etc. Donc mets-moi tout ça et puis n'oublie pas de mettre un pouce si tu aimes cette vidéo, hein, ça aide grandement. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien fais-le. Hein. Je sais bien que tu reçois les news avec la newsletter, je le sais, mais ça fait du bien de voir les gens qui me suivent et qui sont abonnés à cette chaîne. Ça aide aussi au référencement, donc c'est très bien. Si tu aimes ce que je fais, ça serait bien que tout le monde puisse en bénéficier. Donc fais ça, je te remercie d'avance. Et puis, quand je suis allé donc, à cette expédition, je ne me suis pas arrêté à cette image-là, à cette scène-là. J'ai continué et je t'ai enregistré un autre épisode. On parlera justement du paysage avec un devant de scène. Tu sais très bien, si tu regardes, si tu es un accoutumé, un habitué de mes vidéos sur les revues
mensuel. Tu sais qu'à chaque fois, je suis très critique sur les photos où il y a un devant de scène et je dis, il sert à rien ce devant de scène. Et je suis très critique des gens qui mettent un devant de scène tout simplement parce qu'ils ont lu quelque part qu'une photo de paysage doit avoir un devant de scène, un milieu et un fond. Voilà, ce n'est pas vrai et je suis très critique de ça. Cela dit, dans certains cas, eh bien, un devant de scène peut avoir son intérêt. C'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo qui, j'espère, sortira dans 15 jours. Voilà, on a simplement pris un petit peu de retard avec les revues photos et puis les concours qui doivent sortir d'ici là. Et puis, il y a aussi des revues d'objectifs tels que le 100-500 de chez Canon, bien sûr, de la monture R. Voilà, donc beaucoup de vidéos qui vont sortir. J'ai un peu pris de retard, je suis désolé, mais on est reparti de plus belle. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!